l'augmentation de la population, la diminution des ressources alimentaires, le coût de la nourriture qui augmente, les progrès technologiques et l'évolution nutritive, comment allons-nous manger demain? Eh bien, c'est la question que je vais poser à nos experts qui sont ici autour de moi. Je vais présenter Marie-Hélène Sagnier. Bonjour. Oui, vous prenez le micro. Bonjour. Vous êtes directrice nutrition chez Roquette. C'est ça. C'est quoi cette société? Alors c'est une société familiale qui transforme les matières premières végétales, de type céréales ou protéagineux, même les microalgues récemment, pour en faire des ingrédients. D'accord, donc vous, la spécialité, c'est la transformation, sachant que vous êtes biochimiste. Tout à fait. Et puis il y avait une autre spécialité aussi? Microbiologiste. Microbiologiste. Voilà. Merci d'être ici. Merci aussi. Nous avons Xavier Belin qui est à côté de vous, président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, c'est bien ça? Oui, depuis bonjour. 2010, bonjour. Vous êtes également officier de l'Ordre du Mérite agricole. Ah. Et il faut le dire, Ça peut arriver. Vous avez la Légion d'honneur que vous avez sur vous? Ah oui, on la voit. Oui. Elle est juste Pareil ici. que ça se porte. Oui, oui, surtout dans ce genre de débat. Et au départ, on tient à le dire, votre métier en premier lieu, c'est agriculteur. Je suis paysan, effectivement. Donc vous êtes arrivé, vous venez de la terre. Oui. Et puis nous avons toujours ici Monsieur Pierre Fayet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche à l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, plutôt en réflexion, c'est ça, puisque maintenant vous êtes retraité? Oui, je participe à 2 académies et je m'intéresse aux questions autour des 3 points suivants, technologie, alimentation et société, et comment la société réagit à l'intrusion de la technologie dans son alimentation. Bien, ça va me lancer sur ma première question. Comment allons-nous produire demain? Est-ce que production intensive, pas assez de production biologique? Si c'est à moi que vous posez cette question, M. Belin serait plus compétent, mais je dirais 2 choses. La première, c'est que l'agriculture biologique, d'une part, qui essaye de produire en respectant l'environnement, mais dont les rendements ne sont pas terribles, est un peu à bout de souffle, je pense, pour nourrir le monde, et que l'agriculture intensive, qui a mis comme première priorité de produire sans trop se soucier, il y a 20-30 ans, des impacts environnementaux, est également à bout de souffle. Et qu'il faut donc renouveler les paradigmes de l'agriculture et inventer ce que l'on peut appeler des agricultures, des au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'une, des agricultures durablement, prenant en compte par la durabilité l'environnement, la société, les prix, et durablement productives, non pas forcément intensives, mais productibles, parce qu'il faut bien nourrir 9 milliards d'habitants. Donc, en 2050, oui, on sera plus de 9 milliards. Hein. Aller vers des agricultures durablement intensives, et pour y aller, on a besoin de la recherche et de l'innovation. Je sens que vous avez envie de réagir. Oui, j'ai envie de réagir. Pour abonder dans votre sens, je pense qu'on va arrêter d'avoir une culture anthropocentrique et qu'on va aller vers une innovation collective. Et dans ce sens-là, on va produire de manière nouvelle et on va, je pense, abandonner la trilogie techno, application, produit pour réfléchir avec en regard des nouveaux segments de consommateurs, des nouvelles recherches. Oui, toutes les études qui sont menées aujourd'hui pour justement aller jusqu'en 2050. Donc il faut vraiment regarder de cette manière-là. Oui, on a des nouveaux consommateurs. Je pense qu'il faut arrêter de parler de la ménagère qui s'arrête à 49 ans. On a des seniors, on n'a aucun recul correct. On n'a même pas beaucoup d'études sur ce type de population. Oui, on parle beaucoup de toute façon que c'est une catégorie d'âge qui va justement profiter à cette nouvelle alimentation, l'alimentation senior. On en a parlé sur une émission ce matin, en effet. Et je pense que même au niveau des enfants, on parle de nutrition infantile. Je pense qu'on va même parler de la nutrition des parents. Ça va devenir important également. Monsieur Belin, une réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire? D'abord, j'ai envie de dire que depuis que l'homme est homme, il a toujours cherché à améliorer et à adapter ses moyens d'alimentation. On est passé de la cueillette à l'agriculture, et dans l'agriculture, dans l'ère moderne de l'agriculture, depuis 2000 ans, finalement, nous n'avons eu cesse d'améliorer nos variétés, de faire de la recherche, de sélectionner des variétés, des animaux pour les rendre plus performants.
Aujourd'hui, le défi vient d'être appelé, 9 milliards d'habitants à nourrir dans une trentaine d'années, 7 milliards aujourd'hui. Je dis pour le jeune public qui est autour de nous quand même un chiffre qui est tout à fait intéressant et qui doit nous faire quand même un peu réfléchir. On estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 830 millions de personnes mal nourries en situation de malnutrition dans le monde. Mais dans le même temps, on a 2 milliards 500 millions d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont connectés avec ces petits appareils partout dans le monde. Oui, un vrai Ça paradoxe. montre quand même qu'il y a un vrai paradoxe, et en tout cas, il y a un décalage entre la perception qu'on peut avoir du besoin immédiat, Oui, bien sûr. et l'alimentation est un besoin immédiat et nécessaire, par rapport à d'autres usages. Alors, sans faire de mauvaises comparaisons, en tout cas, ça nous interroge. Alors, sur les modes de production, oui, évidemment, on va devoir bouger pour deux raisons. D'abord parce que les surfaces en terres arables ne sont pas surdimensionnées. Il y a encore de la réserve dans le monde, mais pas partout. Deuxièmement, nous devons être plus économes, en particulier avec les ressources naturelles. D'accord, plus responsable finalement. Plus responsables, plus économes. Ça fait appel de fait à des technologies pointues pour répondre aux défis en quantité, en qualité, mais aussi par rapport à ce qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire, au fond, une agriculture de plus en plus diversifiée. Et la chance que nous avons en France, si je puis dire, c'est qu'on doit savoir, et on peut répondre à la fois à toutes les catégories de demandes, que ce soit du premium, qu'on met souvent très en avant, par rapport à une alimentation peut-être plus quotidienne, mais qui doit être aussi de qualité, qui doit répondre à des fonctions nutritionnelles, et qui doit aussi répondre aux autres enjeux que sont notamment les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux de territoire. On voit que l'agriculture, finalement, dans sa mission, et j'y mets évidemment l'agrofourniture, l'agroalimentaire en amont et en aval, renforce et renferme beaucoup de caractéristiques qui lui sont propres. À nous d'en faire un pôle d'excellence. Et de ce point de vue-là, sans être pour autant donneur de leçons, et nous ne le sommes pas, je pense que l'expérience française de ce point de vue-là est plutôt intéressante. Et alors, on le voyait, il y a les populations qui vont changer aussi. Il n'y a pas seulement la production, mais les populations vont migrer, vont aller plus vers la ville et moins dans les terres. Donc, il va y avoir une nouvelle façon de s'alimenter aussi, peut-être plus industrielle. Oui, c'est clair. Juste une petite réflexion d'abord sur le chiffre de 9 milliards qu'on donne souvent. 7 milliards aujourd'hui, le calcul est facile, 2 milliards de plus. Mais ces 2 milliards de plus, ils ne se répartissent pas n'importe comment. Oui. Il y en a 1 milliard de plus en Afrique. Et aujourd'hui, ils sont 1 milliard. C'est-à-dire que dans les 30 ans à venir, il y aura 2 fois plus d'habitants à nourrir en Afrique. Ce qui est un défi beaucoup plus considérable à résoudre que celui de nourrir 2 milliards de plus d'hommes dans le monde. 1 milliard de plus en Afrique. Pour quelle raison? Parce que c'est déjà un pays qui est très loin de fournir les aliments dont il a besoin. Donc, si le monde ne se mobilise pas au service de l'alimentation des Africains, on va vers une crise très grave en Afrique. Alors, on peut espérer, puisque l'Afrique est en plein développement aujourd'hui. Mais il faut bien retenir que ces 2 milliards, il y en a 1 milliard d'Africains. À votre question, également, ces milliards en plus, ils vont de plus en plus se concentrer dans des villes. Et pour nourrir des villes, il faut transporter des aliments qui soient conditionnés et qui se conservent, qui soient éventuellement plus faciles à l'emploi. Ça, c'est pour les pays plus riches. Non, pas forcément pour les pays riches, parce que l'urbanisation, elle est déjà faite en majeure partie dans les pays riches. Elle se fait au galop dans les pays en développement. Et la seule manière de les nourrir, c'est de les transformer, de les conditionner. C'est dire qu'il y a pour l'industrie alimentaire un marché extraordinaire qui se développe, compte tenu d'une part de l'urbanisation et d'autre part du fait que les hommes sont de plus en plus riches. Il y a encore beaucoup de pauvres, mais il y a beaucoup plus de classes moyennes dans le monde, donc de classes qui ont les pays riches sont de plus en plus nombreux, qui ont les moyens d'acheter des produits transformés. Donc c'est dire que le marché de l'alimentation transformée à travers l'industrie alimentaire est un marché qui, dans les 30 années, continuera à se développer. Ça, c'est ce qui vous concerne plus. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que cette street food, on va devoir manger en fonction de nos styles de vie. Et la question se pose de qu'est-ce qu'il y a dans nos aliments. Et là, il y a certainement un problème d'éducation, de faire comprendre dans un aliment packagé ce qu'il contient. Et ça, ça va être très difficile parce qu'il y a 50 ans, on était dans la cuisine de sa maman
et on voyait comment elle faisait à manger. Et maintenant, on la voit ouvrir un paquet et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc, on doit rattraper ces 50 ans en éducation et en faisant comprendre ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans l'aliment qui se présente à nous. Et pas forcément mettre un feu rouge ou un feu vert, mais vraiment faire comprendre ce qu'il y a dedans, ce qui peut faire plaisir et ce qui est bon pour la santé. Alors vous, votre société Roquette transforme les aliments justement pour pouvoir produire encore plus et mieux, mais on n'a pas toujours cette sensation de voir les choses. Oui, alors nous, on produit des ingrédients qui vont être mis dans des produits packagés. Ce que nous faisons des études cliniques sur ces ingrédients pour en démontrer les propriétés. La difficulté, c'est qu'un aliment n'est pas un médicament. Et pour démontrer qu'il a un effet sur la prévention d'une maladie, ça n'est pas très facile. Autant pour guérir un médicament, c'est plus facile à démontrer. Et donc ce sont des longues études et on a besoin d'études épidémiologiques et de travailler sur des segments de population. Parce qu'un aliment qui est bon pour un senior, ce ne sera pas le même pour une femme enceinte. Donc on doit beaucoup segmenter nos études, nos ingrédients et donc les produits qui seront finis et accessibles en fonction des styles de vie. Quelle est l'opinion du président de la FNSEA ? Je voudrais faire une remarque. Si on regarde sur les 30-40 dernières années, finalement, la plupart des modèles de prospective de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de grandes institutions, concluaient à peu près toujours à la même sortie, à savoir une partie du monde nourrira l'autre partie du monde. Sous-entendu, les économies agricoles développées, alors évidemment États-Unis, Canada, Amérique latine, Europe, une partie de la Russie et de la Chine, serviront à nourrir l'ensemble des continents. Cette idée-là, aujourd'hui, elle a du plomb dans l'aile, si vous me permettez l'expression, et finalement, elle porte deux vertus en elle. La première, c'est qu'on voit bien que pour des raisons d'abord, au fond, d'identité, de culture alimentaire, la proximité est préférable à l'éloignement, si je puis dire, en tout cas, à une forme de standardisation de l'alimentation. La deuxième vertu, c'est que c'est sans doute le meilleur moyen de développer des systèmes agricoles recombinés avec des besoins alimentaires qui seront peut-être plus en proximité avec les besoins des populations. Et je le dis en particulier pour le continent africain, on travaille beaucoup, nous, avec l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale. Je dis nous, les agriculteurs français, on a beaucoup de coopération et de développement. Finalement, ce qu'on leur dit, ce n'est pas notre modèle est le bon modèle, mais on leur dit simplement, faites en sorte que vous soyez fiers de pouvoir produire votre propre alimentation. Et ça passe par des circuits évidemment d'investissement dans l'agriculture, dans les moyens de production, dans les moyens de conservation, dans les outils de transformation, bref, créer de vraies filières agricoles, plutôt que d'avoir une relation simple ou binaire de pays importateurs par rapport à des pays exportateurs. Ça, je pense que c'est une première évolution. Il y en a une deuxième, il faut qu'on la prenne en compte, c'est comment rendre accessible au plus grand nombre l'accès aux technologies les plus avancées. Et je pense qu'on a un débat dans notre pays, en France, qui est un débat un peu singulier, parce qu'il est souvent résumé d'ailleurs aux biotechnologies, aux OGM, ce qui est une erreur manifeste. Oui. On voit bien que dans le progrès aujourd'hui, on a des tas de solutions, à la fois pour rendre l'agriculture plus économe, mais pour rendre aussi notre alimentation plus performante, pour répondre aux questions de santé, pour répondre aux questions d'environnement, mais pour aussi faire en sorte que l'alimentation reste quand même quelque part, peut-être pas quelque chose qui devienne normé à l'échelle mondiale, mais qu'il garde aussi sa capacité à faire plaisir et en tout cas à rendre aussi quelque part une forme d'identité au peuple en question. Et alors demain, est-ce qu'on va plus manger en fonction de sa santé ou est-ce qu'on va quand même garder cette notion de plaisir ? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Claude Fischer, sociologue bien réputé dans le domaine, a étudié le modèle nord-américain et le modèle français ou sud-européen. Et il a bien montré qu'aux États-Unis, on mange pour se nourrir, et en France, on mange pour se faire plaisir, et en même temps, on se nourrit. Ce sont vraiment deux modèles. Et on sait, toutes les études le montrent, du moins en France, que le premier facteur de choix d'un aliment par les consommateurs, c'est le plaisir qu'ils éprouvent à les manger. Viennent ensuite le prix. Et la santé vient relativement loin dans la réponse officielle, contrairement à ce qu'on croit. Et pourquoi ? Parce qu'on raconte un peu n'importe quoi aux Français. On leur dit mangez des antioxydants, mais lequel ?
Qui sait quel est le bon antioxydant et celui qui n'a aucun effet? Vous savez, il y en a des centaines d'antioxydants. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec les progrès de la nutrition, qui nous ont fait ressortir deux choses fondamentales et nouvelles, parce qu'on a une véritable révolution copernicienne de la nutrition. La première, c'est que, mais on le sait maintenant bien, que les microbes de notre intestin, qu'on appelle le microbiote, ont un rôle extraordinaire. C'est en quelque sorte un nouvel organe. Et puis on sait aussi qu'il y a une interaction très forte entre notre génome et nos aliments. On ne le connaît pas bien, mais on commence à le percevoir. Mais quand on aura résolu ces clés, je vous garantis qu'on saura quel est le bon antioxydant et les industriels pourront communiquer avec sagesse sur la question. Et on sera ceux qui n'ont aucun effet et tous les charlatans qui nous vendent des aliments à effets multiples, anti-cancer et anti tout ce qu'on voudra, seront rayés de la carte, et ça, c'est un bon espoir pour le futur. Ça, c'est un de vos ouvrages, d'ailleurs. Nos aliments sont-ils dangereux? 60 clés pour comprendre notre alimentation. Donc là-dedans, il y a toutes ces réponses. Il y en a certaines. Il y a mes réponses. Et il faut être prudent et sage. Parce que tout le monde n'a pas la même réponse. Et tant mieux, finalement, parce que ça Non, pas ça tant mieux, parce qu'il débat. faudrait que peu à peu, on se mette d'accord. Il faudrait qu'on arrive à avoir un consensus sur des questions aussi simples de savoir si un aliment est ou n'est pas dangereux. Mais ceci étant dit, ce type d'ouvrage, c'est essayer de faire penser que chacun se pose des questions et prenne sa propre décision, d'apporter des faits, du factuel dans la discussion. Mais je ne dis pas que j'ai raison. C'est ce que je pense et c'est malgré tout ce que pense la majorité des chercheurs concernés par le sujet. Et vous savez que dans les débats, quand il y a un qui est pour et un qui est contre, parfois il y a un chercheur, il y a 1000 personnes derrière, et l'autre, il y en a 2. Et ça ne passe pas le même poids. Non, c'est pas le même poids, bien sûr. Et pourtant, dans le débat, comme le chercheur, il est plus prudent par métier, celui qui affirme passe alors qu'il est un peu tout seul à affirmer. Donc c'est une difficulté pour le consommateur de comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous êtes prudente, vous, Marie-Hélène? Oui, bien sûr, on est très prudent. Pour rebondir sur l'idée du microbiote, on sait maintenant que plus il est diversifié, au meilleur on se porte. Et je pense que cette diversité, elle est également liée à la diversité de ce que nous mangeons. Et donc, au plus on aura des aliments diversifiés, je pense qu'au mieux on se portera. Et il y a quelques exemples, nouveaux exemples, hein, les insectes, les microalgues, c'était des produits qui sont mangés depuis très très longtemps, mais qui reviennent dans notre alimentation avec de nouvelles technologies. Et l'introduction de ces nouveaux aliments, qui sont connus dans d'autres pays, va alimenter cette diversité. Donc je pense que le mot diversité est vraiment important dans ce contexte. Quelle est l'équation finalement idéale pour produire mieux, manger mieux, réduire justement cette masse qui nous rend irresponsables? Je ne sais pas s'il y a une équation idéale. En tout cas, on a besoin de connaissances, d'expertise, de confrontation aussi, comme on le fait là. On a surtout besoin peut-être de sortir de certains dogmes. Et moi, je regrette parfois que le débat soit réduit à des questions binaires, pour ou contre. C'est ce qu'expliquait tout à fait le professeur à l'instant. On souffre aujourd'hui peut-être d'une difficulté à rendre critiques nos propres analyses. Or, nous avons une chance dans notre pays, c'est que nous avons à la fois de grands instituts de recherche, d'instituts publics comme l'INRA ou d'autres. Oui. On a des instituts privés, on a des systèmes de conseil avec des chambres d'agriculture, avec des coopératives. On a des industries agroalimentaires qui sont performantes. On a un monde agricole qui est quand même probablement des plus techniques, des plus professionnels au monde. On a tous les ingrédients. Faisons de ce pôle quand même un pôle d'excellence, mais non pas au service d'une filière simplement, mais au service de ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire au service des consommateurs. Et je pense que quand on sortira au fond de ces postures, c'est un peu ce que nous invitait à faire tout à l'heure professeur Fellier, on aura peut-être la capacité à progresser et surtout à se dire que le bio c'est bien, le conventionnel c'est bien, le premium c'est bien, mais ce n'est pas l'une ou l'autre des solutions. En fonction des âges, en fonction aussi du pouvoir d'achat, n'oublions pas que c'est un facteur important. Et il me semble qu'aujourd'hui, de revendiquer par exemple qu'un produire français et qu'un manger français, ça peut se tenir dans une équation parce qu'on est capable de résumer un peu tout ça, je pense que c'est un slogan aujourd'hui qui me paraît un peu pertinent. Un peu de patriotisme, au fond, un peu de fierté dans ce que nous savons faire de bien dans ce pays. Bon, merci beaucoup pour cette conclusion. Un petit mot pour conclure, hein, Marie-Hélène Sagnier. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer ce qu'il y a sur l'étiquette, de pouvoir lire l'étiquette,
parce que c'est quelque chose qui est accessible, mais pour ça, il y a certainement un problème d'éducation et de se forcer à apprendre. Merci beaucoup, merci d'être venu. Je vais quand même terminer Je par vous en une prie. toute petite anecdote qui montre la difficulté qu'il y a à échanger dans le domaine de l'alimentation. C'est cet été, j'étais dans un petit restaurant très sympa à Marseille, vraiment. Et le patron vient, me dit, tous nos produits, ils viennent d'un petit maraîcher que je viens, c'est des fruits et légumes formidables, et je vous garantis, ils n'ont pas de gêne dedans. D'accord. Voilà, voilà. Donc c'est dire à quel point on a besoin de former. Et Une nous, à méconnaissance, l'Académie d'agriculture, on émet un vœu, c'est que l'éducation nationale, dès le primaire, dès l'école maternelle, apprenne aux enfants ce qu'est bien se nourrir. Oui, mais il y a ça en ce Il n'y a moment. pas de avec bons aliments. la semaine du goût. Il n'y a On le pas fait de beaucoup. bons aliments, il y a une bonne alimentation. N'opposons pas les aliments les C'est uns aux intéressant, autres. il n'y a pas de mauvais aliments, mais une Il bonne y a une alimentation. bonne alimentation. Tout est bon, sans excès. Un verre de vin, c'est parfait. 3 litres, c'est trop. Oui, c'est ça. Mangeons de tout 6 grammes et de bien sel, et c'est bien. raisonnablement. 6 Soyons grammes de raisonnables. sel par jour, ça passe. 15 grammes, ça passe pas. Donc, n'opposons pas le naturel, l'artificiel, etc. Non, tout est bon, varié. Modérément et Donc, varié. gérons notre alimentation et n'ayons pas peur des aliments. Bon, ben, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez sorti il y a quelques jours Quel futur pour notre alimentation. Donc c'était vraiment au cœur du débat aux éditions Quae. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus partager ce plateau pour savoir qu'est-ce que nous allons manger demain. La conclusion, c'est bien diversifié et raisonnable. Merci beaucoup. Merci et, à vous. Tout de suite, Innovation Break.